Bonjour à tous, bienvenue pour parler ensemble de cette pleine lune en Scorpion. Alors, on va parler de la pleine lune en Scorpion et c'est un sacré gros morceau à débattre en fait parce qu'il y a plein d'informations sur la pleine lune en Scorpion. Donc on va commencer déjà par redire ce qu'est une pleine lune. Donc au niveau de la pleine lune, l'importance c'est qu'on va avoir donc une phase lunaire où du coup la lumière du soleil par rapport au placement de la lune par rapport à la Terre va se réfléchir sur du coup la lune. C'est ce qui fait qu'elle est toute éclairée, toute belle, toute blanche. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup l'énergie du soleil qui va être une énergie yang en se reflétant sur la lune va en fin de compte se transmuter en énergie yin, puisque la lune est un astre d'énergie yin. Voilà, le soleil yang, la lune yin. Et on est sur un parfait équilibre comme ça. Donc, enfin, au moins sur les énergies qui nous arrivent sur Terre. Donc, on est sur cette énergie yin, en fait. Donc, le yin, la couleur noire. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la pleine lune, du coup, qui est toute blanche, alors qu'on aurait pu dire la nouvelle lune est plutôt noire, donc c'est elle qui a de l'énergie yin. Bah, évidemment, la lune tout court, c'est yin. Là, en fait, on va être sur cette énergie qui va venir éclairer l'intérieur de notre être en profondeur. Donc, on est sur cette énergie d'introspection. Hein. Ça va être un gros phare intérieur personnel, très émotionnel. Hein. Alors, si on reprend par exemple un phare en plein océan qui va diriger les bateaux pour éviter de se prendre les rochers et de sombrer, on est sur le même concept en fait. Hein. La lune va nous servir de phare intérieur dans notre nuit personnelle, et c'est là où on va retrouver le noir, parce qu'en fait, quand au final le noir, ça va pas être la lumière, ça va pas être la lumière de la ligne, ça va être nous. Et donc va venir vraiment allumer nos parts vraiment sombres, profondes, tout ce qu'on a voulu cacher dans la tuyauterie énergétique de blocage, de limite, de tout ça. Et là, ça va mettre un gros coup de spot, en fait, pour nous les montrer, et du coup, pour qu'on puisse travailler dessus sans libérer, puisqu'une énergie de pleine lune, c'est une énergie de libération. À la pleine lune, on fait des vœux pour se libérer. À la nouvelle lune, on fait des vœux pour avancer, voilà, pour créer des projets. Donc, notre pleine lune va venir nous éclairer tout notre petit barda qui sent pas bon, le faire remonter à la surface, c'est-à-dire en fait le faire remonter à notre conscience pour qu'on puisse s'en délester beaucoup plus facilement. Si on reprend l'histoire du phare, le phare, on est en plein océan, l'océan c'est l'eau c'est l'émotionnel, et puis on va pas se cacher que l'océan, quand il est bien profond, on sait pas ce qu'il y a au fond, hein, donc ça fait un peu peur, on reste à la surface. Bah, nous c'est pareil, on reste à notre surface, on va pas voir tout ce qu'on a voulu cacher, ça fait un peu peur. Voilà, donc en fait, quand la lune éclaire notre intérieur, nous met les mirettes sur ce qu'il faut qu'on travaille, nous aide à remonter tout ça pour éviter du coup de sombrer. Voilà, comme les bateaux sur l'océan et les rochers. Donc on va être là-dessus. C'est donc du coup un super spot, un super projecteur d'alerte pour pouvoir nous permettre sur toutes ces phases de pleine lune de nous libérer de tas de choses qu'on ne voulait plus voir et qu'on préférait mettre sous le tapis en disant le tapis est dessus, on ne le voit plus, on essaye un peu de tapoter du pied pour écraser la bosse, parce que la bosse est grosse. Et puis un jour qui n'est pas fait comme un autre, on relève le tapis et là, tout vous pète au nez, super l'odeur. Ça a mijoté, ça nous a pourri la vie. Et puis là, quand ça nous éclate à la truffe, on comprend bien qu'il aurait mieux valu rien mettre sous le tapis ou bosser dessus déjà de manière précédente. Donc, par rapport à ça, on est donc sur aussi, du coup, l'histoire émotionnelle, parce que donc le yin, on va être sur bon, le noir, on a fait le topo. On est sur une énergie féminine, une énergie d'introspection, une énergie émotionnelle, tout ça. Ce qui aussi explique pourquoi on est peut-être un petit peu plus chafouin en pleine lune. Pourquoi il y a des tas de gens qui, au niveau de la pleine lune, ne supportent pas. Alors on dit, ouais, la pleine lune, ça rend fou les loups-garous et compagnie. C'est surtout que ça brasse émotionnellement énormément. Donc on peut se dire, ouais, les gens sont pas tenables, ils deviennent fous à la pleine lune.
Bah, les gens qui sont extrêmement sensibles, oui, bien évidemment. Ça empêche de dormir si on n'est pas copain avec la pleine lune. Tout ça pourquoi? Parce qu'émotionnellement, ça nous chahute, tout ça, comme un océan, en fin de compte. Ça nous chahute, ça nous brasse. Il faut quand même se rappeler que l'humain est fait à 70% d'eau, un pouillème près. Donc quand on voit quand même ce que la Lune provoque, les cycles lunaires provoquent sur du coup tout ce qui est marée, choses comme ça, quand même embarquer des océans sur des centaines de mètres pour les marées et tout, bah, imaginez-vous que du coup on reçoit la même chose au niveau humain, donc bonjour la pression sur nos petites molécules d'eau à l'intérieur de nous, donc à 70% on devient comme les océans. On est brassé, ramené, remis sur des rochers, repris, voilà. Donc ça peut être un petit peu des fois la tempête. Donc autant avoir un gros projecteur pour arriver à se diriger dans les méandres émotionnels de cette affaire-là en fait. Alors, qu'est-ce qui va nous faire du coup travailler? On va travailler, si on veut être efficace, en fonction du signe astro dans lequel se trouve notre lune. Donc une pleine lune, c'est un signe astro qui est déterminé en fait par la position astrologique du soleil. Et la base, ça va être ça. Donc ça, on va en parler aussi parce que c'est important. Du coup, ça rentre dans l'énergie de cette pleine lune. Donc le signe astro sur la pleine lune en scorpion est en taureau. Et donc son opposé direct, ça va être le scorpion. Donc la pleine lune va être en scorpion. Voilà. Donc c'est là où ça va piquer. C'est le cas de le dire. Pleine lune en scorpion. Alors, donc, l'importance de comprendre un petit peu le fonctionnement de nos chers amis scorpions. Scorpion, on est sur un signe d'eau. Donc, je vous rappelle les petits potes du scorpion, signe d'eau, le poisson et le cancer. Donc, des gens qui sont intérieurement compliqués, on va dire ça. En bon résumé, c'est très rapide, c'est très court, c'est très succinct. Des gens qui sont en émotion. Voilà, à fond les ballons. Donc, vite fait, bien fait, on recadre. Le poisson va être dans l'émotion, dans l'émotion, dans l'émotion, dans l'amour de tout, dans la connexion spirituelle, dans l'art. C'est ce qui va nourrir aussi sa manière de s'exprimer au poisson. Le cancer, lui, ça va être de l'émotion pour vivre tout ce qui va être ultra sensibilité, à fleur de peau, bisounours du zodiaque et compagnie. Et le scorpion, on dirait techniquement parlant, pas d'émotion. Compliqué. Parce que pourquoi? Parce que le scorpion, en fin de compte, lui, il garde toute sa flotte à l'intérieur. Hein. Si vous voyez bien un scorpion, schématiquement, c'est la petite bestiole qui vit dans son tunnel dans le désert, tout seul. Hein. Alors, c'est vrai que les signes d'eau aiment bien de temps en temps qu'on leur foute la paix tout seul, surtout le poisson, mais le scorpion pas mal aussi. Donc tout seul dans son truc et en plein cagnard. Donc, techniquement parlant, ça pourrait se comprendre sur le fonctionnement en se disant, voilà, le scorpion, il a de l'eau, ok, ben, il va garder sa petite eau précieusement à l'intérieur de lui en se planquant à l'intérieur. Donc, au premier abord, on pourrait dire, mais non, qui dit des bêtises, le scorpion n'est pas émotionnel. Si, le scorpion est tout à fait émotionnel. Simplement, il a tendance à garder ses émotions, ses pensées, son ressenti, tout ça pour lui à l'intérieur. Donc, ça ne sort pas facilement, ce qui fait que ça bouillonne. Et au final, quand ça ressort en geyser, en crise, en truc compliqué. Mais alors en crise, attention, le scorpion va pas être du genre non plus éventuellement à péter un gros câble. Alors évidemment sur le signe solaire, c'est-à-dire qu'en fait, après il faut remettre tout ce qu'il y a derrière qui va faire que peut-être on peut tomber sur un scorpion qui a peut-être tendance à éventuellement péter un câble facilement. Parce que si par exemple vous êtes sur un scorpion qui est lunaire taureau, qui est ascendant taureau, qui est nœud sud taureau, qui a beaucoup de taureaux, ça peut faire du scorpion qui quand même, quand il enlève le couvercle de la marmite, peut faire un peu pchit. Mais en règle générale, c'est plutôt quelqu'un de calme, de calculateur. Le scorpion, il ne sort pas pour rien de son tunnel. Hein. Il a une bonne raison en général pour aller mettre la truffe dehors. Donc quelqu'un qui est calculateur, qui a toujours un coup d'avance, qui est stratège, grand stratège, qui voit les choses sans rien dire. Il se calme. Bzzz. Et puis, du coup, à l'intérieur, par contre, ça mouline. Hein. Là, il a tout qui se met en place. Du coup, comme c'est un signe d'eau, il saisit les choses qui sont pas tangibles. Il saisit les énergies, les pensées des gens,
vraiment, il ressent le truc, un petit peu comme si c'était une proie. Mais bon, en fait, le scorpion, bon, à part pour manger, il attaque pas comme ça, il faut qu'on l'attaque. Alors par contre, parlons de l'attaque du scorpion. Si jamais vous faites chichi un scorpion, là, ça fait très mal. Ça fait très mal derrière. Il faut pas. Il faut être calme avec les scorpions. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut marcher sur des œufs tout le temps avec un scorpion et que le scorpion est invivable. Alors, pas du tout quand même. Hein. C'est quand même des gens qui sont très charismatiques, qui attirent justement par une espèce d'un petit peu, on va dire une aura dangereuse. Non, mais ils dégagent un certain mystère, un certain côté un petit peu mystique, même s'ils ne le veulent pas. Et on est là-dessus, on n'est pas sur l'araignée qui tend sa toile et qui attend au milieu, comme ça, un petit peu avec des beaux attraits. Donc on dit, oh, on va aller la voir, hypnotiser. Mais il n'est pas loin. Hein. Le scorpion, il a quand même une énergie hyper forte qui dégage, qui attire, qui interroge, qui interpelle. Il y a un truc, on sent qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas chez eux, on sent qu'il y a quelque chose à découvrir, tout ça. Et ça, c'est dû au fait qu'il soit relié à la planète Pluton. Donc Pluton, on est sur la bonne vieille guerre de savoir si c'est une planète ou pas à l'heure actuelle, dans le sens où, à une époque, on était sur 9 planètes, avec notre bonne vieille Pluton au fond, et puis subitement ils ont dit, bah non, c'est pas une planète, donc 8 planètes. Bon, perso, moi c'est toujours une planète, hein, parce que 9 planètes sur le système solaire, on est quand même sur le 9 de la fin de cycle, de la complétude du machin, juste avant d'aller plus loin dans l'univers. Je trouve que c'était hyper bien calé, donc moi je reste sur le concept de la planète. Donc donc Pluton est très loin, elle est juste aux limites, aux confins de l'univers, et derrière on sait pas ce qu'il y a. Bon, on commence à savoir, mais techniquement c'est... voilà, c'est l'inconnu, c'est le nouveau, tout ça, mais c'est très loin, c'est très mystérieux, c'est sombre, c'est bizarre. On sent qu'il y a des trucs peut-être intéressants, sympas, mais des fois on a un petit peu peur d'y aller, voilà. Bon. Donc on va être là-dessus. Donc c'est ce qui va donner au scorpion cette espèce d'aura mystérieuse, envoûtante, voilà. Et donc pour en revenir à cette histoire de ne pas faire chichi les scorpions, le scorpion il a une arme imparable. Il garde son calme. Bon, comme on l'a dit ici, il n'y a pas trop d'énergie derrière qui nous font basculer la bestiole en énervement. Mais par contre, il a l'art et la manière de, tout en gardant son calme, de vous sortir 3-4 mots quand vous l'agacez. Et les 3-4 mots, ça va être les plus tranchants qui puissent sortir par rapport à vous. Alors, c'est des vérités toujours, mais c'est des vérités qui font mal, c'est des vérités qui blessent, c'est des vérités que lui, il a senti chez vous comme des failles. C'est des vérités que lui, il sait que c'est son arme secrète, que si jamais vous lui cassez les pieds, il vous sort le carton rouge avec les 4 mots dessus, et bon, vous n'avez plus qu'à faire demi-tour et puis vous barrer parce qu'il n'y a plus rien à faire derrière. Parce que le truc était tellement juste, exact, posé sur un ton, mais même le ton, il est blessant, même le ton, il est incisif, même le ton. Vous savez, vous êtes là, tranquille, l'autre il sort son scalpel, on voit pas la coupure. Puis à un moment donné, on voit une goutte de sang qui coule. Et là, on dit, il a fait mouche. Mais globalement, ça ne se voit pas. Par contre, l'autre en face, il est détruit. Si on veut avoir un truc moins voilà, spirituel, philosophique, c'est le je t'ai cassé de Bryce. Voilà. Et puis, on ne revient pas là-dessus. Donc ça, c'est l'arme du scorpion. Là, le scorpion, il sait très très bien jouer de ça. C'est instinctif. Voilà. De toute façon, c'est pas compliqué. Un scorpion, vous lui marchez dessus, il pique. Terminé. Il pique, il tue. Voilà, un piqûre du scorpion, derrière, dead. Donc, le concept, il est là. Vous lui marchez dessus, il ouvre sa mouille et il tue. Voilà. Très protecteur, le scorpion, quand même. Hein. Alors là, quand on se tape une maman scorpion, papa scorpion aussi, ou un conjoint scorpion, faut pas que l'entourage vienne casser les pieds sur le sujet, parce qu'il est vite là, effectivement... faut pas toucher à sa tribu. Donc voilà, bon, ça c'est bien, c'est pas positif aussi, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur le scorpion? Parce qu'il y en a du truc à dire. Blablabla. Oui, alors oui. Ping. Alors, le scorpion, comme tous les signes d'eau, fait partie des signes du coup spirituels. On est sur le signe qui va éveiller, l'éveil spirituel. Hein. Bon, alors,
comme vous savez, moi je suis quand même, je fais des formations sur le développement énergétique, spirituel, personnel, tout ce qu'on veut. Donc quand même, évidemment, il faut quand même que mes vidéos tournent un petit peu autour de ça. Et c'est vrai qu'avec le Scorpion, on est carrément sur le sujet, vu qu'on a dit que c'était quand même celui qui était quand même très connecté, confin de l'univers, avec son petit pote qui est juste précédent de Neptune, qui est relié au Poisson. Donc c'est les deux copains là pour faire de l'éveil spirituel, de l'éveil de conscience et tout ça. Donc le Scorpion, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer dans la matière. Ça, de toute façon, ça c'est physique. Hein. Scorpion pique, il tue. Donc en fait, quand il participe à la libération de l'âme, puisque quand il y a décès, l'âme remonte au paradis. Elle a fini son petit tour sur Terre. Voilà ce qu'il fallait et elle remonte. Et derrière, on a notre signe du Poisson, du coup, aussi, hein, émotionnel, qui lui, les deux doigts dans la prise, comme on l'a dit, et qui, du coup, va donner les explications spirituelles. C'est-à-dire qu'en fait, le Scorpion facilite le passage vers le monde spirituel, vers le développement personnel, le développement spirituel, le développement énergétique. C'est le Scorpion qui va initier la prise de conscience. J'ouvre les yeux, je ne vois plus la matrice comme elle est, je me dis tiens, il y a un truc qui déconne, il doit bien y avoir autre chose, bon voilà. Et le Poisson qui du coup donne les explications, voilà. Et le Cancer là-dedans, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Bien sûr aussi, il est dans le truc, hein, c'est le trio d'éveil. Le Poisson, le Cancer, il va nous connecter à tout ce qui est émotionnel. Donc ça va donner aussi la facilité du travail, puisque du coup le Cancer, l'ultra sensible, alors lui, ils sont mais géniaux, hein. Moi j'ai une fille Cancer, hein, donc je ne vais pas dire le contraire, mais ils sont un peu drama queen. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vivent les émotions à 3000%, et c'est un chantier là-dedans. Mais c'est ça qui va faire que du coup, on va travailler sur soi, qu'on va avoir envie de bosser sur soi, de se libérer, pas des émotions, parce qu'elles sont nécessaires, mais de se libérer de l'emprise de toutes ces choses-là. Voilà, donc on a notre trio gagnant Sindo, hein, le Scorpion qui tue, qui éveille, le Poisson qui récupère le bébé et qui essaye qui essaye de donner les explications, et le Cancer qui permet de vivre et de comprendre effectivement pourquoi il faut essayer d'avancer, essayer de bouger un petit peu dans le bon sens si on veut aller mieux. Bon, voilà, donc on est sur ce concept-là, donc Scorpion, nécessaire, ultra nécessaire, bien sûr, pour tout ce qui est connexion, éveil général et tout ça. Et ça, on va en parler après, parce qu'il y a une particularité sur la pleine lune du Scorpion qui est quand même très importante pour, du coup, tous les gens qui veulent essayer d'avancer un petit peu sur eux et de surfer sur les énergies pour, faire un petit peu pchit et puis coller la pulpe du fond là. Donc... On est là-dessus. Alors, le Scorpion Sindo, donc ça on en a parlé, émotion et tout ça, cocotte minute. À l'opposé, on a dit qu'il y avait le Taureau. Alors vous allez me dire, purée, on fait le grand écart. Oui, Taureau le plus gros du signe des signes astro, Scorpion le plus petit. Voilà, alors à moins qu'on ait un micro-poisson qui se balade, mais enfin bon bref, dans le concept Scorpion le plus petit. Donc on est déjà sur ces deux opposés-là. Les deux donnent la mort. Le Scorpion, on l'a vu, et le Taureau. Quand il vous faut un coup de corne bien placé, en général, on ne s'en relève pas. Hein. Voilà, perso, moi, je suis du Midi, donc j'ai un oncle qui a été tué dans les arènes. Voilà, un coup de corne mal placé, et bim. Donc, normal. Et hormis cet aparté personnel, donc le Taureau, le Taureau participe à tuer. Alors, on a le Taureau, signe de terre, donc... la matière par excellence, hein, le côté équilibre, le côté stable, évidemment pour un taureau qui est stable, hein, qui est équilibré, qui est en harmonie, parce que les taureaux qui sont déséquilibrés, ça fait vite des dégâts. Donc on a la bestiole de plusieurs centaines de kilos, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va pas faire bouger comme ça non plus, hein. On fait pas bouger un taureau comme on veut, hein. Alors autant le Scorpion peut se le prendre comme ça avec des pincettes, autant le Taureau, non, hein. Le Taureau, en fait, on le fait un petit peu bouger, soit il a envie de bouger, soit on l'agace fortement et là on l'oblige à bouger, et là il faut se barrer très vite. Donc voilà, donc le Taureau, bêta-corne, fait un petit peu ce qu'il veut quand même, mais lui, son terrain de jeu, c'est le côté épicurien, c'est la matière, donc c'est la nourriture, bonne chair, bon vivant, c'est le travail, normalement très concentré sur son job. Pourquoi ?
Le travail plus pour le côté financier, c'est-à-dire en fait, voilà, il y a un résultat financier derrière, puisque le financier va lui permettre quand même de s'épanouir et de vivre correctement dans la matière. Donc on est là-dessus. Et puis le taureau, super ami, extrêmement fidèle normalement, grande valeur humaine. Donc très protecteur au niveau de ses amis, de sa famille. Et là, on retrouve quand même aussi notre pote scorpion qui va protéger d'une autre manière sa famille, mais qui va être aussi très très lié au niveau famille. Donc on est là-dessus. Et donc le taureau, bah lui, voilà, c'est ça. Hein, faut pas toucher à son précaré, parce que sinon, là, vous vous tapez un coup de corne. Le taureau, on en a déjà parlé dans les vidéos sur le taureau, a un signe particulier, c'est-à-dire que quand il va charger, quand vous l'avez vraiment poussé à bout, faut y aller quand même hein, pour faire dégager un taureau, mais quand on l'a bien poussé à bout, en règle générale, vous essayerez de regarder, ils ont tous un petit truc, un petit geste qu'on repère. Il y a un moment donné où, quand il fait ce geste, on sait que là, par contre, il n'y a plus rien à récupérer derrière, c'est sauf qu'il peut, casse-toi, sinon là, on a la charge. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement foutu le chiffon rouge devant leur pif, qu'à un moment donné, ça déborde. Hein, parce qu'il veut bien être raisonnable, mais ça déborde. Et puis, on va pas se mentir, le taureau, un petit peu d'ego quand même. Hein, un petit peu d'ego, donc on peut vite le piquer quand même. Hein. Moi, par exemple, j'ai un fils qui est taureau. Bah, quand on dépasse les bornes, les limites et tout ça, lui, ce qu'il fait, il retire ses lunettes, il fait ça. Et là, vous savez que ça va cogner derrière. Voilà. Alors, bon, quand c'est maman qui l'agace, il enlève les lunettes, il cogne pas quand même, il est gentil. Hein. Mais là, à ce moment-là, je coupe court à la conversation. Mais je l'énerve pas beaucoup, mon taureau, faut pas charrier non plus. Quoique moi, je suis poisson. Les taureaux, les poissons, c'est signe de terre, signe d'eau, ça matche très bien. Mais alors là, pour le taureau, le poisson est un signe complètement... Il n'y a pas de rationalité là-dedans, c'est pas en sucette. Voilà, tout à fait moi. Bref, donc, on est sur ce concept-là, donc signe de terre, et lui, il est relié à la planète Vénus, donc on est on comprend pourquoi, effectivement, il est très lié à la famille, très amoureux, un grand amoureux, un grand romantique, normalement, le taureau, hein, vraiment, il sait ce qui plaît, il sait faire les petites attentions, les petits machins, les petits trucs comme ça. Voilà. Son pote, le scorpion, aussi, le sait, mais le scorpion, comme il sait jouer avec les gens, le taureau, moins. Alors, le taureau, lui, il est franc de collier, là. Le scorpion, il est plus fin, hein, comme on a dit. Hein, lui, quand c'est pour faire mal, il sait faire mal. Hein, c'est le génie voilà, je sais où il faut appuyer. Lui, il peut très bien savoir ce qu'il faut mettre en place pour être gentil, être sympathique, tout ça, et pas le faire, par choix, juste pour faire chier. Voilà. Juste pour mettre une ambiance pourrie, parce qu'il a envie à ce moment-là, effectivement, que l'autre personne en face souffre un tout petit peu. Tout petit peu. Voilà. Juste ce qu'il faut pour être cuit à point et pouvoir en faire ce qu'on veut derrière. Mais les signes d'eau manipulent. Hein, les signes d'eau manipulent. Les signes d'eau manipulent tous. Voilà, c'est des grands manipulateurs quand même. Ils savent jouer avec l'énergie des gens, avec les émotions des gens. Hein, c'est leur job, on va dire. C'est leur grande force. Voilà. Bon, donc ça c'était pour décrire un petit peu les énergies classiques de ce dont on parle tout le temps dans toutes les vidéos. Donc en résumé, le scorpion, je me libère de quoi? Je me libère de ce qui m'empêche de renaître. Alors, de libérer ma spiritualité, de libérer mon éveil, tout ce qui m'empêche de voir les choses plus clairement, mais de voir aussi derrière le rideau, puisqu'on est sur le voile, le fameux voile où on passe après la mort. On est derrière le rideau, on est derrière le voile de l'oubli aussi au niveau énergétique. Donc il permet d'aller voir derrière ce qui est caché. C'est ça le job du scorpion. Donc je me libère de tout ce qui m'empêche de voir la vérité, tout ce qui m'empêche de voir ce qu'on me cache, tout ce qui m'empêche d'intérieurement de ce qui me fait avancer. C'est vraiment une pleine lune super forte pour remettre les choses à la lumière, les choses dans l'ombre. Les scorpions, il va dans l'ombre. Hein, voilà. Donc on va être là-dessus. Tout ce qui me libère aussi, tout ce qui m'empêche d'avancer aussi tout simplement dans ma vie, de renaître à ma vie. Alors on est sur cette histoire de renaissance spirituelle, mais pas que. Tout ce qui m'empêche de me transformer dans ma vie. Voilà, par exemple, vous voulez changer de boulot, il y a des trucs qui coincent, vous comprenez pas pourquoi, vous savez que si vous changez ce boulot, ça va aller beaucoup mieux dans votre vie. Voilà, hein, pleine lune en scorpion, je veux me libérer de tout ce qui m'empêche de changer ce boulot. Alors oui, c'est dans la matière, mais si on se rappelle bien, on est aussi côté taureau, donc le job, c'est ça, la famille, c'est ça. Qu'est-ce qui m'empêche du coup de me marier avec un tel? Qu'est-ce qui m'empêche du coup de me séparer aussi de cette personne? Voilà, bon, hein, tout ce qui m'empêche
Le scorpion représente la mort, quelque part, mais la vie, surtout. Donc tout ce qui m'empêche de vivre, en fait, au final, mais de me réaliser vraiment, d'ouvrir en grand le champ des possibles, en fait. Voilà, de me reconnecter à moi-même, tout ce qui m'empêche de ça. Alors, autre point important pour nos amis les scorpions, et ça, c'est quelque chose qui est répétitif dans toutes mes consultations, tous les gens qui ont du scorpion, bah, ça se confirme. Comme on est sur cette énergie du coup de proximité avec la mort, on a vu que la planète de référence était Pluton, et Pluton, ben, c'est le dieu de la mort, hein, en fait. Donc on est sur cette proximité justement avec le voile, bon ça on en a parlé tout plein, mais ça veut dire aussi qu'on est sur la mort et sur la renaissance, ça on l'a dit, ce qui veut dire aussi que les personnes qui ont du scorpion, alors encore plus les scorpions solaires, sont des personnes qui sont capables d'encaisser des gros chocs dans la vie et de s'en remettre. Alors de s'en remettre pas facilement bien sûr, parce que ben, ça dépend aussi de la puissance du choc on va dire, mais ça veut dire que sur le papier en fait ils peuvent mourir de ce choc et renaître. Ils sont transformés, ils sont changés. Donc ça veut dire que, en gros, les scorpions sont équipés pour prendre beaucoup plus cher dans la vie que les autres. Tout au moins de s'en remettre. Hein. Des fois, on a des amis, on dit oh là là, dis donc, avec ce que tu viens de traverser, franchement, moi, ça m'aurait laissé sur le carreau, je m'en serais pas remise. Oui, effectivement, parce que bah, t'es pas équipé en scorpion. Par contre, l'autre, effectivement, étant équipé en scorpion, eh bien, il est venu s'incarner pour vivre des trucs parfois un petit peu costauds et arriver à transcender, arriver à s'en remettre. Donc, les chemins de vie scorpions sont en règle générale émaillés de problématiques qu'il faut surmonter. Voilà. Et dont ils sont capables de surmonter. Voilà. Donc, ça, c'est quand même très intéressant au niveau du scorpion. Et puis la tarologie maintenant, pour finir sur cette explication, et on va voir que, bien sûr, comme d'habitude, ça colle au poil. On est sur donc la première carte, le premier arcane, vraiment gouverné uniquement par Pluton. On est sur la maison Dieu. Voilà. Donc la maison Dieu en tarot, c'est la maison qui s'écroule, c'est la tour qui s'écroule. C'est pour ça que je vous disais aussi que les scorpions peuvent prendre cher et se remonter, parce que le but de cette carte-là, c'est en fait d'indiquer qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler, il y a quelque chose qui va se terminer, il y a quelque chose qui va se déliter. Mais par contre, sur les bases de cette chose qui s'est explosée en vol, on va pouvoir reprendre les morceaux, laisser ce qui est cassé, laisser ce qui est pas bon, et reprendre tout ce qui était solide, tout ce qu'on avait pour pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus costaud et de beaucoup plus pérenne. On est vraiment sur j'écrase mon passé, ou plutôt le passé a explosé, voilà, et parce que des fois ça tombe pas, hein, ce qui se casse la gueule, et donc j'en ai tiré les enseignements et je me construis là-dessus, je construis mon avenir avec du coup maintenant des bases solides, puisque du coup précédemment c'était peut-être pas si solide que ça me semblait solide mais ça ne l'était pas. Là, je suis nourrie des enseignements de pourquoi c'était pas solide et je remets le couvert, mais par contre différemment, et je construis quelque chose de costaud, de pérenne, voilà, qui va tenir le coup dans le temps. Et donc, on a d'autres cartes aussi qui sont reliées à Pluton. On a le blablabla. Ah, l'arcane 13, ouais, sympa. L'arcane 13, l'arcane de la mort, hein. Elle n'a pas de nom en fait, c'est l'arcane sans nom, mais bon, on voit bien quand même au dessin qu'il y a sur le truc, bon, ben, c'est la mort quand même, hein, avec la faux. On est sur du coup Saturne et Pluton. Donc, bon, ben, Pluton, la mort, voilà, hop, le passage à autre chose, la transformation, c'est la carte de la transformation, c'est une super carte dans le tarot, en plus avec le chiffre 13, donc porte chance, mais aussi on est sur la carte du coup de la numérologie 13 de l'ascension en spiritualité, donc du coup on monte, hein, c'est la porte de sortie, et Saturne qui est du coup la planète pas rigolote du zodiaque, la sagesse intérieure, donc le calme, la réflexion, on ressent les choses, hein. Saturne attire beaucoup aussi, on est sur ce côté un petit peu hypnotique, mystique aussi, un peu comme Pluton en fait pour les scorpions, puisque du coup autour gravitent beaucoup de choses, on a beaucoup de petits morceaux en fait qui viennent
constituer son anneau. Et quelque part, si on remonte l'anneau, en fait, on a une tête d'ange, on a une tête de saint, hein, donc avec la petite auréole. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est quelque chose toujours de très divinement inspiré, tout ce qui dépend de Saturne. Donc on est sur la sagesse de la mort, comme s'il pouvait y avoir une sagesse, mais oui, c'est en fait compte effectivement la sagesse d'aborder la transformation nécessaire pour pouvoir continuer sa vie, pour pouvoir renaître à la vie, parce que si on regarde bien la carte, en bas, il y a des tas de gens qui ont la tête coupée, des pieds, des mains, des machins. On regarde aussi qu'il y a du coup un roi, puisqu'il y a un gars avec une couronne, et des gens qui n'ont pas de couronne, donc ça veut dire qu'en fait, devant la mort, on est tous égaux. Ah, ça on le sait. Et donc on va renaître à la vie. Donc c'est une carte de grand espoir en fait. C'est une carte de transformation. Alors quand on voit quand même qu'on a la mort en transformation et qu'on a la maison Dieu qui se casse la binette à reconstruire, on comprend que l'énergie du Scorpion c'est waouh, je prends le passé, je lui tords le cou, je prends ce qui était nécessaire et je remonte et je revis et je transforme ma vie et je vais. Mais une transformation, hein, c'est pas juste je change la couleur de mon pull et puis on n'en parle plus. Non, une transformation intérieure importante et structurelle dans sa vie. Et la dernière carte qui est reliée à Pluton, ça va être le diable. Décidément, elles sont super, toutes les cartes de Pluton. Donc on est avec Jupiter en plus. Donc Jupiter, l'autorité intérieure. Le big boss, enfin la big boss des planètes en fait, doublé du coup de Pluton, hein. Alors je ne vous dis pas la patate du diable, donc là on va pas être non plus sur le diable qui vient voilà, vous emmener dans les profondeurs du bas astral et tout ça, on est sur la notion de faire attention aux choix qu'on va faire, parce que le diable nous met en garde sur la facilité. Ne cède pas à la facilité. Ok, t'es décédé, ok, ça s'est cassé la gueule, mais on va pas remonter tout ça et on va pas changer tout ça dans la facilité en se disant ouais, ça c'est bien, c'est facile, non, j'ai pas m'enquiquiné là-dessus, tout ça. Non, 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 non. Toutes ces énergies-là nous proposent, parce que le diable, on est sur la carte 15. Le 15, c'est le 1 plus le 5, c'est le 6. Et le 6, on part sur la carte du choix existentiel de l'amoureux. Il est lié à ça, c'est-à-dire en fait, tu fais des choix existentiels pour ta vie, pour changer ta vie, pour prendre en main ta vie. Ça n'allait pas. Là, tu as l'occasion de tout remettre à zéro et de repartir à neuf. Donc, ne cède pas à la facilité. Ne te précipite pas. Ne cède pas à l'appel des sirènes, des trucs brillants, des trucs clinquants, des trucs qui vont t'attirer, parce que oui, effectivement, il va y avoir cette connotation-là de wow, là c'est facile, je vais faire de l'argent facile, je vais faire du truc facile, ou cette personne-là, je vais pouvoir l'avoir facile, enfin bon, bref. Alors qu'en fait, quand on est sur de l'intériorité, de l'introspection, on se rappelle que le Scorpion qui est lié à Pluton, il est dans son trou, il réfléchit, les émotions intérieures, tout est intérieur. Pour quand on est prêt, effectivement, du coup, sortir à l'extérieur et là, dire, ok, je vais reconstruire un truc. Ça va peut-être pas être clinquant, pas brillant, pas machin, pas truc, mais par contre, ça va être une solidité à toute épreuve. Et c'est ce qui vibre en moi, c'est mon chemin de vie, c'est ce que je veux faire. Voilà, l'univers m'a donné l'occasion de recommencer à zéro. J'en ai profité justement pour faire un point complet et pour virer tout ce qui n'allait pas en conscience, au ressenti, à l'intuition. Et j'ai tout rebâti, je rebâtis, mais pas avec ce qu'on me dit, ah tiens, vas-y, prends ça, c'est ça. Non, je m'écoute moi, j'ai quelque chose qui est mort à l'intérieur de moi et qui va me permettre du coup de refaire quelque chose d'hyper costaud. Donc, on est sur des énergies qui, partout, tout le temps, Scorpion, machin, on pourrait dire c'est des énergies glauques. Pas cool. Et c'est les énergies les plus intéressantes qu'il puisse y avoir, c'est les énergies les plus merveilleuses de l'univers, c'est les énergies de transformation, de renaissance, d'éveil, d'ouverture des yeux, d'ouverture de l'esprit, de waouh. Voilà, vous avez compris, le Scorpion, c'est mon signe préféré. Après, bien sûr, évidemment, le Poisson. Bon, voilà. Alors, après, qu'est-ce qui va rendre aussi notre pleine lune en Scorpion très particulière ? On va être sur ce qu'on appelle la pleine lune du Wesak. Alors, la pleine lune du Wesak, il y a deux... c'est pas il y a deux courants, c'est pas ça. La pleine... Alors, au départ, le Wesak, c'est une fête bouddhiste. Voilà, on va commencer par là. C'est la fête de quoi ? C'est la fête, du coup, de l'illumination de Bouddha. C'est-à-dire, en fin de compte, sur la pleine lune, un jour de pleine lune, pour les bouddhistes au mois de mai,
donc relié au calendrier lunaire. Donc, Siddhartha Gautama est parti s'asseoir sous un arbre, c'est un bodhilila, et là, à ce moment-là, il a reçu l'illumination. Donc, on est sur la transformation, en fin de compte, d'un humain en un être ultra spirituel, puisque, bon, Bouddha, tout le monde connaît, et donc, en fait, quand on l'espace d'une journée, quoi, hein, donc il s'est assis là, piou, ça fait pchit, et d'un coup, il s'est transformé intérieurement en Bouddha, et il a reçu l'illumination, il a ascensionné, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il est décédé. Alors, l'ascension, c'est plus compliqué que décéder, mais on ne va pas se lancer dans l'explication parce que là, on n'a pas fini, j'y suis encore pour demain. Hein. Donc, c'est le concept en fait de compte. Hein. Donc, ce jour-là, pour les bouddhistes, Bouddha est né, illuminé et décédé. Voilà, chut. Bon, eux, ils sont reliés au calendrier lunaire. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les pleines lunes, alors toutes les pleines lunes, il n'y en a en général qu'une, mais des fois ça peut être deux, parce que par exemple, si vous avez une pleine lune sur le 1er mai, on peut se choper une autre pleine lune, du coup, sur le 30 ou le 31 mai. Bon, de temps en temps, ça arrive. Donc, toute pleine lune qui a lieu en mai est reliée à la fête du Wesak bouddhiste. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une pleine lune en scorpion, et quand on va passer dans le signe du Gémeaux, c'est-à-dire aux alentours, alors ça dépend des années, mais du 23-24 mai, là, à ce moment-là, ça sera sur une pleine lune en Sagittaire. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de chances que ça arrive sur une pleine lune en Scorpion, vu qu'il y a plus de temps de Taureau, puisque le signe du Taureau va nous donner la pleine lune en Scorpion. Donc, il y a plus de temps de Taureau sur le mois de mai que de signe du Gémeaux. Donc, il y a plus de temps de pleine lune en Scorpion sur le mois de mai que de possibilités de pleine lune en Sagittaire. Regardez. Bon. Donc ça, c'est la fête du Wesak bouddhiste. Mais, d'un autre côté, on a aussi la fête du Wesak spirituel, ésotérique. Voilà. Et bon, moi, c'est là-dessus que je bosse. Donc, la pleine lune du Wesak ésotérique, spirituel, on va dire, c'est mieux. Ouais, c'est plus simple. Va être en fait compte sur uniquement la pleine lune en Scorpion. C'est-à-dire que ce coup-là, même si on a une pleine lune en Scorpion sur le mois d'avril, puisque le Taureau commence quand même au 20, 21, 22 avril, il y a une petite portion qui est sur avril, donc on peut avoir une pleine lune en Scorpion sur avril. Donc même si elle est sur avril, on est sur cette histoire de Wesak spirituel. Bon. Donc vous allez me dire, c'est complètement différent. Eh bien, pas tant que ça, parce que, en fait, compte au final, ce qui s'est passé. Pourquoi on a bizarrement ce truc qui s'appelle de la même manière que les bouddhistes, qui est à peu près au même moment, parce que si on est sur une pleine lune au mois de mai, c'est le même jour, c'est pas un souci. Il y a juste cette différence sur cette histoire de fin mai ou fin avril. Et donc, de quel chapeau c'est sorti cette affaire-là? C'est sorti en fait compte du courant théosophique. Alors, le courant théosophique, c'est un courant qui est né dans les années à peu près 1875, un truc dans ce goût-là, un pouillème près. Il y a plusieurs personnes qui se sont mis ensemble et qui ont eu le même courant de pensée, dont Elena Blavatsky, que je vous mets par-ci par-là. Et donc, ils ont créé ce courant de pensée philosophico-spirituel, tout ça, qui en fait compte, alors vraiment les bases vite fait bien fait, reprennent tous les courants religieux et en fait compte les mélanges. Mais tous les courants religieux, hein, et en fait, quand en font une vérité, en font une philosophie de vie, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent ce qu'il y a de meilleur dans toutes les religions. Perso, je vous dirais, et eux, je pense qu'ils pensaient à peu près la même chose. Enfin, bon, alors attention, ils ne pensent pas comme moi, c'est moi qui pense comme eux. Oula, on va se faire une crise d'écho en direct. En fait, prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque religion, parce que chaque religion a des choses extrêmement bien, et par contre, effectivement, des choses un peu moins bien, parce que pourquoi? Parce qu'on est des humains, et parce que l'humain, il met sa petite patte personnelle là-dedans, donc ses croyances limitantes, ses petites directives, et puis ses petites guerres aussi de hiérarchie, hein, parce qu'on va pas se mentir, même dans les religions et les religieux, on a des petites guerres de hiérarchie, donc on a ce côté humain, qui est tout à fait normal, vu qu'on est venu s'incarner pour bosser. Bref, donc du coup, la théosophie va reprendre tout ça, sans le côté humain hiérarchie, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, en fait, en théosophie, vous n'avez pas le grand pont théosophal, théosophique, enfin bon bref, le sous-machin, le sous-machin, le sous-machin, donc en fait, quand l'ego humain a tendance à pas trop aller là-dedans, même si, quand même si. Bon,
Et donc, en fait, compte, pour reprendre cette Elena Blavatsky, c'est elle qui a mis, du coup, déjà, l'histoire des maîtres ascensionnés. Donc, les maîtres ascensionnés sont des gens humains qui ont eu des vies exceptionnelles au bout de X incarnations et qui, du coup, ont fini leur chemin d'incarnation, épuré le karma, machin, tout ça, ne reviennent plus, mais par contre restent sur les plans supérieurs pour continuer à inspirer et diriger les humains en bas qui bossent encore, qui n'ont pas fini leur truc. C'est un des trucs de la théosophie. Bon, et donc, dans ce courant théosophique, il y a eu une nana qui s'est appelée Alice Bailey. Et Alice Bailey, en fait, a fait partie de ce courant-là. Alors, Alice Bailey, au niveau date de naissance, on est sur un pouillem en 1880 et 1940, 42, 43, un truc comme ça. On est sur cette histoire de théosophie et de spiritualité, de tout ça, on est en contact avec les gens qui sont là-haut. Alors les gens, mais il n'y a pas que des gens, il y a des entités, des êtres de lumière qu'on appelle, donc des énergies qu'on ne voit pas à l'œil nu matière, mais par contre qu'on ressent, qu'on peut entendre, qu'on peut recevoir, bref, tout ça. Donc Alice Bailey, en fin de compte, était en contact avec une entité de lumière qui n'a pas eu de vie humaine, donc qui n'est pas un maître ascensionné, mais qui est plutôt un maître spirituel tout court, Jawalkul. Je ne sais pas si je le prononce bien. Bref, qui, en fait, compte, apparemment, lui a donné toutes les infos qu'elle a retraduites dans des manifestes, dans des livres, dans des conférences, des choses comme ça, en fait, compte. Donc, elle a toujours été inspirée par Jawalkul. Bah, quand je mets l'orthographe, vous lirez ça comme vous voulez. Et donc, cette Alice Bailey, à un moment donné, avec Jawalkul, nous a remis... Alors, c'est pas remis au goût du jour, hein, oula. Mais bref, a dit que du coup le Wesak, en se reconnectant à cette fête du Wesak bouddhiste, en fait, compte l'a fait basculer sur du coup un timing astrologique. C'est-à-dire qu'en fait, quand les bouddhistes, c'est sur le mois de mai, n'importe quelle pleine lune, mais sur le mois de mai. Et pour Alice Bailey, les théosophes et les spirituels, bon, les gens comme moi, en fait, c'est la pleine lune du Scorpion uniquement. Donc, on peut avoir un Wesak, en fait, compte, sur fin avril, mais qui ne correspondra pas du coup au Wesak bouddhiste. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Il ne faut pas penser qu'on se plante quand on parle de ça, puisque du coup, c'est autre chose. Alors, le Wesak bouddhiste, on a dit que c'était relié à Bouddha, puisque Bouddha a eu l'illumination, la sagesse universelle, puisque c'est ça, l'illumination, c'est je rallume toutes les ampoules dans la tête, je comprends tout, d'un coup, pouf, pouf, tout est net, tout est... Voilà, génial. En fait, c'est simplement le fait de sortir de la matrice, de s'extraire de là. C'est un peu comme dans Matrix. C'est Matrix, génialissime comme pour expliquer la spiritualité, même si c'est un petit peu compliqué comme film. Quand il sort de son berceau, qu'on lui retire tous ses tuyaux et que du coup, il arrive et là, il a la vraie vision de ce qu'est le monde et c'est pas Jojo. Donc c'est ça en fait, compte un peu l'illumination. Pas un peu, c'est carrément. C'est ouvrir les yeux et se rendre compte qu'en fait, on est dans un vraiment... un jeu, voilà, un grand jeu où tout le monde joue son rôle et qu'en fait compte au final quand on prend de la hauteur on se rend compte en fait compte de tout ce qui se passe et de tous les machins, les trucs et les bidules. Bref, on va pas s'éloigner trop du sujet. Donc on est sur cette histoire de d'illumination de Bouddha. Donc le Wesak spirituel, ésotérique, il est relié à ça. On parle toujours de Bouddha, mais par contre on lui met un autre acolyte très sympathique et très puissant aussi, le Christ. Donc, pour les spirituels, le Wesak, c'est le jour où l'énergie de Bouddha et l'énergie du Christ vont redescendre ensemble, illuminer la Terre, l'humanité, et inspirer les humains. Donc, on a le Bouddha, la sagesse universelle, relié au chiffre 21 de la sagesse universelle, la numérologie spirituelle, et le Christ de l'autre côté, qui est l'amour inconditionnel, relié à l'énergie 33. C'est pour ça que les médecins ils disent 33, c'est pour guérir, parce que du coup, le Christ guérissait par l'énergie du cœur, supérieur, bien sûr, l'amour inconditionnel. C'était comme ça qu'il faisait de la guérison. Donc le 33, c'est la guérison par le cœur. Donc ces deux énergies hyper puissantes, hyper costauds, qu'on ne peut pas rater. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a la fête du Wesak spirituel, on est plombé. Parce que
les deux machins vous descendent comme ça sur les pieds, inondent tout le monde. Donc même ceux qui ne sont pas dans le courant vont être automatiquement chopés par l'affaire. Et ils vont dispenser la sagesse universelle et l'amour inconditionnel sur Terre. Alors, waouh, comme énergie, quoi. C'est pour ça que la pleine lune en Scorpion, effectivement, c'est pas un petit machin. Et c'est pour ça aussi qu'on est tout à fait relié à cette histoire d'ouvrir les yeux avec le Scorpion. Le Scorpion tue dans la matière pour éveiller. Et ben on est complètement là-dedans, parce que non seulement en pleine lune, on se libère. Donc, un peu en pleine lune en Scorpion, c'est comme si on se faisait une auto-piqûre. On va se piquer, on va, et l'âme, et quand tu as fait sur la pleine lune en Scorpion, elle est récupérée par Bouddha et Jésus-Christ, et Christ, qui va tout de suite, alors je vous dis pas, voilà, si vous vous connectez en conscience à ça, on est au pays des bisounours sur la pleine lune du Wesak, malgré l'énergie quand même un peu tampon du Scorpion. Juste pour terminer comme ça sur le sujet, du coup de la période théosophique, sur la philosophie théosophique, on est sur du coup une évolution tout à fait normale, puisque après, ça s'est plus vraiment appelé comme ça, mais aux alentours des années 60-70, on est tombé sur ce qu'on appelle le New Age, c'est-à-dire c'est aussi un courant issu de la mise en place théosophique, donc du coup au siècle d'avant, avec Helena Blavatsky, et ça a pris son essor dans les années 80-90, et là, les petits gars, on est plein pot. C'est pour ça qu'autour de vous, vous avez plein de gens qui s'éveillent. Alors, s'éveiller, c'est peut-être mettre un bracelet en pierre, c'est peut-être juste se dire, il y a un truc qui déconne, là, il doit y avoir autre chose, on nous a caché un truc. Donc, ne vous étonnez pas, c'est normal, on est au début de l'ère du Verseau. Ça coïncide complètement avec cette période de début New Age, parce que, et ça c'est encore un autre sujet, Gaïa, notre bonne chère Gaïa, notre terre-mère, s'est mise à vibrer beaucoup plus intensément à partir des années 80-90, hausse de la fréquence Schumann, de la résonance Schumann, qui oblige les gens à s'éveiller. Et c'est pour ça qu'on est raccord avec cette ère du Verseau. En fait, tout se passe chirurgicalement comme ça devait se passer. Voilà, donc c'est pour ça que ne vous étonnez pas, il y a de plus en plus de gens qui vont être tout à fait contents de comprendre l'explication du Wesak spirituel et pouvoir bosser dessus. Voilà, bon, maintenant on sort de toutes ces explications-là et comme d'habitude, je vous propose un petit peu de travail sur vous-même pour avancer. Régler des problèmes, libérer des blocages, voilà. Et vous prenez bien ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, eh ben vous le faites pas. Et si ça vous parle, vous plongez dedans. Et sérieux, ça change la vie. Installe-toi confortablement, le corps relâché. Ferme doucement les yeux. Inspire profondément. Expire lentement. Encore 2 fois. À chaque souffle, laisse ton corps s'apaiser.
et ton esprit descendre en toi. Respire. Imagine la pleine lune au-dessus de toi. Sa lumière est douce mais intense. Elle descend lentement et pénètre en toi. Cette lumière éclaire des profondeurs. Elle ne juge pas, elle révèle. Respire. Visualise maintenant que tu plonges doucement dans un océan sombre, profond, mais calme. Plus tu descends, plus tu te rapproches de ta vérité. Ici se trouvent tes émotions enfouies, tes peurs, tes attachements, tes blessures. Observe s'enfuir. Respire. Dans cette lumière, vois apparaître un phénix. Il s'élève lentement depuis les cendres. Et tu réalises que ce phénix, c'est toi. Ressens ta force, ta résilience, ta capacité à renaître. Répète intérieurement:
Je me libère. Je me transforme. Je renais. Respire. Le phénix s'élève et t'emporte avec lui vers la surface. Tu remontes doucement, plus léger, plus clair, plus aligné. Respire. Inspire profondément une dernière fois. Expire lentement. Ressens ton corps. Bouge légèrement les doigts, les épaules. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux. Respire. Ce que tu libères aujourd'hui te rapproche de ce qui tu es vraiment. Chaque fin est une naissance. Respire.